Qui parle, s'il vous plaît? Madame Rimbach? Oui. C'est quoi ces chiquiers? Je viens pour la serre, je suis le réparateur. Oui, un instant, s'il vous plaît. Très bien, j'attends. Tiens, regarde l'annonce. 80 chevaux, injection électronique, vitesse maximum 220 km/h. Avec un engin pareil, je rattrape n'importe qui. Oh là 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 là, c'est pétarade. Joseph, tu es complètement fou. Tu sais très bien que je déteste ces engins de mort. Oui, mais écoute, si je l'achète aujourd'hui, il me fait 40% de réduction. Il a besoin d'argent liquide. Et je suis pas le seul que ça intéresse. Bon, alors, tu me le fais, ce petit crédit? T'as pas besoin de garantie, quand même. Ah si, la garantie que tu me jures de ne jamais m'emmener sur cette moto. D'accord, promis. Et pourtant, tu serais drôle. Avec ta robe d'avocat dans le vent. Amusant. Dépêche-toi, je dois être à 11h au tribunal. Et attends. T'as un compte chez Rimbach? Et dans tous les journaux, on peut lire qu'ils sont en faillite, tout comme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un ami de longue date du vieux Rimbach. Ah bah tiens, justement, voilà son fils. Bonjour, maître Renz. Ah, monsieur Rimbach Junior. Alors, comment allez-vous? Je vois souvent votre nom dans les journaux. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec 2 amis. Grâce à eux, j'espère que tout va rapidement rentrer dans l'ordre. Eh ben, dans ce cas, je vous souhaite bonne chance. Merci. Dis donc, dépêchons-nous pour le crédit avant la faillite totale. Bonjour, monsieur. Pachirbe. Toujours Pachirbe. Pourquoi vous dites toujours? Bah, vous savez, les gens comme moi, ça change jamais de nom. Vous étiez mademoiselle Vizotzi il y a 1 an. Maintenant, vous êtes madame Rimbach. Vous m'avez l'air bien informé. Bah, je l'ai lu dans les journaux. Vous n'avez pas encore apporté la nouvelle serre? Non, pour le montage, nous avons des spécialistes. Je viens pour le gros œuvre. Je vais d'abord démolir la cabane, puis je ferai les fondations. Mettez-vous au travail, alors. Ah, un moment. Ah. Le cadeau d'anniversaire de votre mari pour vos 23 ans, hein? Venez, s'il vous plaît. Ah, je pensais que la voie était désaffectée depuis longtemps. Oui, oui, c'est vrai. Elle dessert seulement l'usine d'à côté. Ah oui, je sais. Le proprio est un ami de votre mari. Oui, c'est ça. Il est déjà 11h, je dois partir chercher ma fille. La vôtre? Ah, vous voulez parler de Sabrina, la fille de son premier mariage? Oui. Occupez-vous plutôt de la démolition de la cabane. Oh, ça c'est rien. Monsieur Albauer, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Je peux simplement vous dire que la société Euromac cherche avec intérêt une banque de confiance qui gérerait pour elle ses affaires sud-américaines. Je crois que la banque Rimbach conviendrait. Nous avons des contacts privilégiés avec les banques du pays. Oui, c'est vrai. Et nous sommes prêts à investir l'argent nécessaire. Je pense qu'il faudrait 10 millions, même 15, pour remettre sur pied et renflouer la banque Rimbach. Vous le savez, comme moi. Je veux dire, nous étions prêts. Mais maintenant, nous devons d'abord attendre la décision de la Commission générale des banques. Ils décideront de la reconduction des crédits. Je vous en prie, monsieur Albauer, je ne suis pas là en tant que représentant de la Commission. Je suis venu officieusement. Je suis ici en tant qu'ami de la maison Rimbach et j'ai fait toutes mes études avec Hans Joachim. Oui, c'est très bien. Mais pour l'instant, nous n'avons parlé que des problèmes de remboursement qui ont alerté Berlin. Difficultés de respect des échéances, très en retard, et aussi énormément d'impayés vis-à-vis de leurs actionnaires.
Oui, lors de la réunion de la commission, on a évoqué la liquidation de Rimbach pour éviter que le déficit atteigne des sommes qui engendreraient un scandale public. Ma société était, comme je vous l'ai dit, prête à investir 10 ou 15 millions de marques pour vous soutenir. Mais nous n'avancerons pas un centime tant que nous ne connaîtrons pas la déclaration officielle de la commission. Vous devez bien comprendre notre position, monsieur Kratz. La commission donnera sa réponse uniquement quand elle connaîtra les nouveaux partenaires de la banque. Oui. Bien, messieurs... Madame Rimba! Madame Rimba! C'est toi? Oui, moi. Mais tu es déjà ressorti? Bah, il faut bien. Ça fait même longtemps. Et maintenant? Eh bien, je viens de découvrir une chose incroyable. T'as bien eu une histoire d'amour avec le vieux Rimba. Je sais que ça fait longtemps, mais enfin... Je peux entrer un instant ou t'as de la visite? Non, non, tu peux entrer. Ça, c'était un week-end avec tout le personnel, et là, c'est moi avec le vieux Rimba. Tu m'avais pas raconté que vous vous étiez séparés à cause d'un cousin à lui? Un mystérieux cousin qui avait surgi tout à coup. Et puis qui avait disparu de la même façon. Oui, oui, je m'en souviens. T'avais trouvé ça bizarre à l'époque, non? Ah, le beau Freddy, oui. Ah, c'est Alfred, je crois que j'ai une photo de lui. Attends, voir. Ah, le voilà. C'est lui, là, à droite. Il était sacrément beau. Et ici, c'est moi, et là, c'est le vieux Rimba. Alors, remarque, il était pas si vieux. Il avait entre 35 et 40 à l'époque. Pas plus. Le vieux Rimba et le gentil Freddy. J'étais folle amoureuse de lui à l'époque. Oh, je me souviens même plus de son nom. Alfred... Roloff. Oui, oui, c'est ça, Roloff. Il s'appelait comme ça. Et là, on sortait du cinéma.
donc, on dirait que c'est les mêmes bottes. Oui, les mêmes bottes que celles de ma cabane. Mais de quoi est-ce que tu parles? Non, laisse. Je t'expliquerai plus tard. Et il faisait très froid ce jour-là, ça je m'en souviens très bien. Qu'est-ce qui est écrit là? Novembre 1948, c'est ça? Ah oui. Ah, c'est environ 15 jours avant sa disparition, le beau Freddy. Et la police? Ah, ils ont cherché partout, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont soupçonné Rimbard d'avoir assassiné son cousin et sont venus l'arrêter. Au moins 15 jours de détention préventive, peut-être même davantage. Ils l'ont interrogé sans arrêt. Et aucune preuve n'a pu être trouvée contre lui. Et c'est lui qui a tout ramassé jusqu'au dernier centime. Oui, Freddy et Rimbach avaient gagné beaucoup d'argent au marché noir pendant la guerre et... Après la disparition de Freddy, c'est forcément le vieux qui a récupéré tout l'argent pour lui. Et c'est avec cet argent qu'il a réussi à ouvrir sa banque. C'était en 50, ouais. Ouais, quand tout a redémarré. C'est vraiment très intéressant. Monsieur Rimba. Maintenant, à nous deux. Allez, nous partons tout de suite. Écoute, Sabrina, nous étions d'accord pour prendre ensemble le télésiège, non? Mais tu n'as aucune raison de faire un drame pareil. Il y a des gens derrière qui C'est attendent pas et vrai. oxygène. N'aie pas peur. On va y aller ensemble. Tu vois, il ne peut absolument rien t'arriver. Mets-toi ici. Quand le siège arrive, il faut t'asseoir. N'aie pas peur. Bonjour, chef. Je ne crois pas vous connaître. Pachirbe, le petit Pachirbe. Je suis chauffeur et coursier chez vous depuis 1975. Chez nous, il y a tellement de gens qui vont et viennent. Vous devez vous souvenir de moi. La fête d'anniversaire en 1977, quand votre père a eu 66 ans. Tout le personnel était invité. Ce jour-là, on a bu le verre de la fraternité. Ah oui? Et vous m'avez poussé à boire. Vous me disiez... Allez, j'avais 203, encore un pour la route. C'est le dernier, le meilleur de tous. Je ne me souviens pas du tout, désolé. En partant, quelqu'un m'a donné une course à faire. Vous m'avez donné 20 millions dans une mallette. Je devais les porter à l'aéroport. Oui. Maintenant, je me rappelle. Ah, enfin. J'avais 1,8 g dans le sang. Et j'ai eu un accident, la voiture en miettes. Quand je suis revenu à moi, l'argent avait disparu. Je suis désolé pour vous. Qu'est-ce que vous faites à présent? Ce que je fais à présent. Vous vous foutez de moi ou quoi? Vous savez ce que c'est une réaction en chaîne? Dans la physique atomique? Non, je parle pas de ça. D'abord, vous m'avez envoyé. J'étais tellement désespéré que je me suis saoulé. J'ai eu des ennuis avec un flic, le ton est monté, on s'est battu et j'ai fini en tôle. Je suis resté 2 ans en prison. En sortant, je n'avais plus de travail. Résultat, je suis un alcoolique, bon à rien. C'est ça une réaction en chaîne. Vous êtes un adulte, vous savez que vous êtes responsable de cette situation. Je suis désolé de ce qui s'est passé, mais vous ne pouvez pas m'en vouloir de ce qui vous est arrivé. Bien sûr que je le peux. C'est bien vous qui m'avez forcé à descendre toute une bouteille. Vous aussi, vous étiez sourd. Vous vouliez même qu'on se tutoie. Si j'avais pas été ivre, ce soir-là, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais ce n'est quand même pas moi qui vous ai dit de conduire dans un état pareil. Non, c'était votre père. Vous m'avez foutu dehors le jour même. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'était une faute grave commise à l'encontre de la discipline de la société. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre cette décision. Ouais, comme moi aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre solution. Que voulez-vous exactement? Ça vous rappelle quelqu'un? C'est un os. Quelle horreur. C'est un os de chien? Non, ce n'est pas un os de chien. C'est le tibia de la jambe droite de votre oncle disparu. Par hasard, j'ai trouvé l'endroit où votre père l'a enterré, en novembre 1948. Le gentil Freddy. Mon père est mort en 1979. Cette histoire est terminée depuis longtemps. J'ai lu dans les journaux que votre banque avait des problèmes financiers en ce moment. Si je montre ma découverte aux journalistes, il ne vous restera plus qu'à vous acheter une corde. Combien voulez-vous? Je ne veux pas d'argent, une bas. Qu'est-ce que vous me voulez alors? Dites-le-moi. Je vais vous liquider.
Toi et ta banque de malheur. Ma banque de malheur. Si l'opinion publique s'en mêle, alors ce sera la fin de tout. J'imagine déjà les titres dans les journaux. Le fondateur de la banque Ringbach, enfin démasqué. Il avait assassiné son cousin de sang-froid. Tout l'empire Ringbach reposait sur les bases d'un vulgaire petit crime crapuleux. Et en ce moment, ce serait fatal. Il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser pour toujours de Pachirbe. Un moyen légal, bien sûr, sur le plan juridique. C'est un chantage monstrueux. Et justement, non. Vous m'avez dit vous-même qu'il n'avait pas demandé d'argent pour se taire. Si ce n'est pas un chantage, c'est quoi alors? Ça, je me le demande. Contrainte. Contrainte article 240 du Code pénal. Ah non, c'est pas ça non plus. Il ne s'agit pas d'une contrainte véritable dans cette affaire, ni d'une atteinte à la liberté, bien qu'il vous ait menacé directement. Il ne s'agit pas d'un acte criminel. Mais dans mon cas, il s'agit quand même d'un chantage moral. Oui, mais ce terme n'existe pas dans le Code pénal, malheureusement. Cet homme essaie de ruiner ma famille. Il est inadmissible qu'un homme seul puisse déshonorer quelqu'un avec des récits imaginaires. Pour l'instant, sa menace reste imprécise. Nous ne pouvons rien faire sans connaître ses propos exacts. Vous devez bien comprendre qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'aider la police à trouver le coupable d'un meurtre. Ça n'est plus une menace, mais un véritable devoir civique. Je comprends que sa façon d'agir soit terrible pour vous, mais vis-à-vis de la loi, ça n'est pas un délit. Si je comprends bien, je suis à la merci de cet homme. Et je ne peux rien faire. Je vous propose d'essayer de le rencontrer. Peut-être que... Peut-être que quoi? La vengeance, et surtout quand elle est tenace, c'est un sentiment fort. Mais d'un autre côté, l'argent a une force de persuasion qui n'est pas négligeable parfois. Et une bière pour mon vieux Paul. Merci, Dad. Elle est bien fraîche. Vous connaissez un certain Pachirbe? Là, pas de la machine à soupe. Cette chaise est libre. Si tu me paies un verre, tu peux t'asseoir où tu veux. Merci. Et s'il vous plaît, apportez-nous 2 bières. Avec 2 schnapps. Évidemment. Tu crois pas que t'as déjà assez vu? 1,5 litre par tombe, c'est ma devise. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Écoute, depuis quelque temps, je travaille au cimetière. Je suis le jardinier des tombes. Ah bon? C'est ça ton boulot? Et t'as l'air pourtant d'être un homme qui en a dans la tête. Ah oui. Enfin à boire. Merci. Santé. Santé. Dis donc, j'espère que je vais pas avoir d'ennui avec ta femme sous prétexte que je te ferai boire. Ah, j'ai plus de femme maintenant, j'ai une amie. C'est sûrement une fille bien. Tu peux en être sûr. C'est une serveuse, elle s'appelle Eva. C'est pas une souillon comme l'autre. Son bar, il est nickel, c'est pas comme ici. Elle travaille au Martinez. T'as pas de monnaie sur toi pour jouer? Eh, ne me dis pas que t'habites dans ce chantier. Ah, j'ai pas besoin de mieux. Eh, mon casque. Mon casque.
Oh, j'arrive pas à croire que tu vives dans un chantier pareil. Pas un homme comme toi. Je pourrais habiter une villa. Une magnifique villa. Il suffit juste de vouloir. Mais je veux autre chose. Tu veux que je te dise que t'es? T'es un baratineur, voilà. Une villa, une voiture, et tout ce que je veux. Mais Pachirbe n'a jamais... Jamais... Ah, merci de m'avoir amené. T'es vraiment un ami. À la prochaine fois, je paierai la tournée. Quand les journaux vont paraître, on fera la fête tous les deux. Ouais. C'est pas parce que c'est un ivrogne qu'il faut le sous-estimer. C'est un homme qui n'a pas eu beaucoup de chance. En tout cas, je le trouve pas antipathique. Ce serait même plutôt le contraire. Ton nouvel ami veut quand même détruire la carrière d'un homme irréprochable. Et faire perdre leur travail à des dizaines d'employés de sa banque. Ça n'a vraiment rien de sympathique. Ce serait plutôt le contraire. Et pourquoi vous n'avez pas essayé de lui proposer de l'argent? J'ai essayé de l'appâter avec ça l'autre soir. Un appartement convenable, voiture. L'argent, oui. Nous avons pensé à lui verser une sorte de dédommagement. Vis-à-vis de la loi, c'est tout à fait licite. Le seul dans cette affaire qui a pu peut-être agir d'une façon illégale, c'est le vieux Rimbach. Comme il est à 6 pieds sous terre, il ne pourra jamais nous le dire. La co-responsabilité familiale, heureusement, n'existe plus dans notre pays. Alors je te souhaite bien du plaisir avec notre ami Pachirbe. Je vois déjà le titre. Ils ont tout fait pour m'acheter. Oui. Avec l'argent, vous pouvez acheter le monde entier. Mais pas moi. Personne ne veut vous acheter, monsieur Pachirbe. Mon client a proposé de vous donner une certaine somme d'argent à titre de dédommagement pour les années que vous avez passées en prison. Une compensation pour les conséquences qui ont suivi cet emprisonnement. Non, tout est arrivé par sa faute. C'est le vieux Rimbach qui m'a forcé à boire. Après, ils m'ont viré parce que j'avais bu. Pas du tout. Ça n'est pas parce que vous avez conduit une voiture avec 1,8 g d'alcool dans le sang que vous avez été licencié puis condamné à une peine de prison, mais pour des délits que vous avez commis à la suite de l'accident. Tenez ça. Délit de fuite, résistance à un agent de la force publique, outrage, puis coups et blessures graves sur cet agent de police, et j'en passe. C'est une succession de délits majeurs. Vous devez comprendre que votre licenciement était justifié. Votre employeur n'était pas seul à prendre la décision. Désolé. Il n'aurait pas dû le faire. C'est lui qui m'avait forcé à boire ce soir-là. C'est clair, non? Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Mon client aussi comprend, il regrette ce qui vous est arrivé. Et c'est pour ça qu'il m'a chargé de vous proposer la somme de 30 000 marks à titre de dommages et intérêts. À l'époque, il ne s'est pas rendu compte qu'il était un peu responsable de cette suite d'événements qui vous sont arrivés. Allez, sortez de chez moi. Dites à votre ami Rimbach que je ne veux pas de son sale pognon. Je veux le voir crever tout seul dans sa banque. Tout doucement. Comme il m'a fait crever depuis 10 ans. Joachim, ça ne va pas. Je suis là, calme-toi.
Oui, allô? Si vous n'arrêtez pas immédiatement de causer dans le jardin, je vais mettre la police au courant. Terminé. Erika! Qu'est-ce que tu fais dans le jardin? Arrête! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la peine. Il observe tout ce qu'on fait. Maître Renz, oui. Excusez-moi de vous déranger, mais j'en peux vraiment plus. Vous devez faire quelque chose, je vous en prie. Je n'en peux plus, je suis à bout. Je n'ai que quelques minutes à vous donner. Je vous remercie beaucoup de me recevoir sur votre lieu de travail. Au téléphone, je vous ai dit brièvement pourquoi je désirais vous rencontrer. Je suis l'avocat de Monsieur Rimbach. Je suis sûr que vous êtes une femme sensée et que je peux vous faire confiance. Pachirbe peut bénéficier d'une grosse somme d'argent. Et peut-être vous pouvez le convaincre d'accepter cet argent que mon client lui propose et éviter qu'il commette une deuxième erreur par désir de vengeance. Oh mon Dieu, c'est pas facile de lui parler. Depuis quelque temps, il est devenu nerveux. Vous savez, quand il a une idée dans le crâne... Mais... En même temps, j'ai pitié de lui. Depuis son enfance, sa vie était si dure, il n'a jamais eu de chance. Son travail à la banque, c'était important, c'était vraiment toute sa vie, c'était son espoir pour s'en sortir. À cette époque, vous travailliez aussi pour la banque Ringbach. Oui, oui, c'est là que nous nous sommes rencontrés tous les deux. J'ai quitté la banque l'année dernière pour aider ma sœur à tenir son restaurant. Et Pachirbe, il a... Il avait d'abord commencé comme coursier et ensuite chauffeur. Mais tous les jours, il suivait les cours du soir. Oui, pour pouvoir devenir employé de banque. C'était sa raison de vivre. Et quand il a été renvoyé de la banque, pour lui, ça a été un choc vraiment terrible. Mon client m'a déclaré n'avoir aucune responsabilité dans cette histoire. Enfin, dans cette succession, disons, d'événements désastreux. Mais bien qu'il ne soit pas en tort, mon client regrette profondément ce qui est arrivé à Pachirbe après cette triste soirée. Et pour cette raison, comme je vous l'ai déjà dit, M. Ringbach est prêt à lui verser une somme d'argent pour le dédommager. Bien entendu, avec comme condition qu'il ne soit plus question de communiquer à la presse l'existence, enfin, je veux dire, de ce qu'il a trouvé dans le jardin. Pachirbe n'acceptera jamais, et vous le savez. Oui, mais vous n'avez pas juré de vous venger. Vous n'êtes pas obligé d'agir comme lui. Vous pouvez peut-être le faire changer d'avis. Vous n'avez rien à reprocher de particulier à M. Ringbach. Je vous donne 5000 marks à titre d'acompte. Ringbach vous propose la somme de 50 000 marks. Grosse somme. Assez pour vous permettre d'acheter un petit restaurant et de tout recommencer. Avec Pachirbe comme ami et associé. Puis c'est aussi un peu votre métier. Quand je réfléchis à tout ça, je me dis... Si c'est vraiment le cadavre d'Alfred dans le jardin... Mon amoureux d'autrefois... qui m'a abandonné. Et 35 ans plus tard, ce serait Pachirbe qui deviendrait riche. En trouvant un squelette par hasard. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. C'est une nouvelle chance pour Pachirbe. Il pourra améliorer sa condition sociale et enfin vivre comme il a toujours rêvé de vivre. Et peut-être devenir le gérant de ce restaurant. Ça va être très difficile de le convaincre, je le connais. Il est tellement têtu. Il le déteste et la haine qu'il éprouve pour Ringbach est si forte que je ne sais pas comment lui parler. Je vous fais confiance. Vous seul pouvez lui parler. Essayez.
Au secours! Au secours, laissez-moi, mais... Eva! 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 Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parle! Et qui t'a fait ça? Eva! Qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Parle! Parle-moi, Eva, dis-moi ce que tu as. Qui t'a fait mal? L'argent de Rimbaud. C'est cette ordure. Assassins! Tous des tueurs! C'est pas la peine, monsieur. Je viens de prévenir la police. Ils ont déjà appelé une ambulance. Commissariat. Merde, pas de commissariat. J'ai une nouvelle très importante pour vous. Rimbaud est un assassin. Le vieux Rimbaud a fait supprimer son cousin et son fils vient de faire agresser une femme, ma meilleure amie. La fin de la banque Rimbaud. Graves accusations contre le fondateur de la banque Rimbaud. Découverte sensationnelle dans son jardin. Le banquier a-t-il assassiné son cousin? Rimbaud Junior sur la sellette. Le déclin de l'empire Rimbaud. Dans ce cas, il est nécessaire de prévenir le médecin légiste. Votre métier vous plaît toujours? Oui. Envoyez un médecin légiste, s'il vous plaît. Bonjour. Dites donc les gars, depuis le temps que vous cherchez, c'est tout ce que vous avez trouvé? Et il en manque plus de la moitié? Tu crois que j'ai récupéré la tête et les côtes pour les donner à mon chien? Je te rappelle que j'ai pas de chien. Écoute, bonhomme, tu sais très bien qu'on ne doit pas mentir à un collègue, même si celui-ci n'est plus dans la On n'a police. rien découvert de plus que ces OA. C'est pour ça qu'on continue de chercher le reste. Et quand est-ce qu'on saura précisément à quelle époque il a été enterré? Tu veux dire l'analyse chimique? J'en sais rien. Il n'est pas pressé maintenant. Je dirais environ 35 ans, taille à peu près 1m70 ou 75. D'après ce que tu me dis, il est très possible que ce soit le cousin. Malheureusement, si on ne trouve pas le crâne, l'identification du squelette va devenir impossible. Ça, tu le sais aussi bien que moi. Je voulais te demander... Tu connais l'agresseur d'Eva Furman? Vous l'avez arrêté? Oui. Il est déjà en tôle. Il lui restait que la moitié du pognon. Il nous reste une seule chance. À mon avis, il faut tout réfuter en bloc. Vous devez dire que ce cadavre découvert dans votre jardin n'est pas, d'après vous, un membre de votre famille. Puis, dans le même temps, faire passer une annonce dans différents journaux, expliquant l'affaire aux gens en leur posant deux questions. A. Quelqu'un connaîtrait-il l'identité du mort? Et B. Quelqu'un aurait-il vu le cousin Alfred depuis sa disparition? Car si ce n'est pas son squelette qu'on a trouvé, il doit ou il a dû logiquement habiter quelque part. On ne disparaît pas pendant 35 ans. Il faudrait proposer une bonne récompense en échange. Nous devons à présent nous mettre d'accord sur la conduite à tenir, monsieur Rimbaud. Et vous devez surtout être en accord avec vous-même. Vous devez absolument exclure que votre père ait pu être l'assassin de votre oncle Alfred. Oh mon Dieu. Mais c'est ce que tout le monde croit. Les employés de la banque, tous mes amis, et aussi mes futurs associés. Ce que les gens croient n'est pas forcément la vérité. Vous devez comprendre qu'un homme comme Rimbaud, et je ne veux même pas parler de moi, ne donnerait pas 5000 marks pour les faire récupérer quelques instants plus tard par un voyou. Je suis prête à vous croire, maître Rens, mais pas Sherb, lui... Mais il est obsédé par sa vengeance. Le cadavre du jardin n'est pas le cousin qui avait disparu. Si nous n'en étions pas absolument persuadés, nous n'aurions jamais proposé cette récompense dans la presse. Bon, alors j'ai peut-être des chances de la gagner. J'ai un défaut, je ne jette jamais rien.
Dieu soit loué. Tout ça, c'est les lettres et les cartes postales qu'Alfred m'avait envoyées autrefois. Je m'en doutais, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Au restaurant, l'autre jour, vous m'avez dit qu'Alfred vous aimait beaucoup, non? Qu'il était même devenu votre amant. Oh, j'étais assez jolie et même désirable à l'époque. Je crois que je peux le dire aujourd'hui. Donc vous deviez bien connaître Alfred Roloff et être au courant des relations qu'il entretenait avec Ringbach. Il n'aimait pas tellement son cousin, ça je m'en souviens parfaitement. J'imagine qu'ils ont dû se disputer à cause de vous. Oui, et comment? J'ai relu quelques-unes de ses lettres cette nuit. Je crois qu'il était vraiment très amoureux de moi, Alfred. La jalousie aurait donc pu être un mobile évident pour l'assassiner. Mais si je disparaissais subitement, et que mon cousin était mon rival, c'est lui qui serait automatiquement accusé. Oui. Si ça s'est passé comme ça, alors il a bien réussi. Bon, imaginons-le. Alors nous devons répondre aux questions suivantes. Où et comment vit ou bien vivait ce cousin après son départ? Maintenant? À l'époque, il avait environ 30 ans. Il était né en 1915. Aujourd'hui, il aurait 70 ans. Et si malheureusement il est mort depuis, nous devons trouver trace de ce décès quelque part, d'une façon ou d'une autre. Il était forcément domicilié dans une ville. Qu'en pensez-vous? Vous parlait-il d'un endroit où il voulait vivre? Oui. Oui, il voulait partir pour l'Australie. L'Australie? Oui, un de ses copains d'école était parti là-bas quelques mois avant la guerre. Il vivait à Melbourne, je crois bien. Il avait ouvert un restaurant allemand. Et il me parlait souvent de son désir de partir. Je crois même qu'il voulait que j'aille à Melbourne. On était heureux à l'idée de partir ensemble. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de ce projet de voyage à la police? Personne ne m'a jamais rien demandé. J'y ai pas pensé. J'étais persuadée que Ringbach l'avait assassiné. C'est la récompense qui t'intéresse. Tu essaies de transiger avec ces voyous. La police va bientôt offrir une nouvelle récompense. Parce que je vais vous tuer tous les deux. Heureusement, l'arme avec laquelle Pachirbe nous a menacés était un pistolet d'alarme. Mais si son intention était de nous ficher la frousse, c'est réussi. J'espère que vous ne l'oublierez pas pour mes honoraires. En cas de succès, je me montrerai très généreux. Mais pour l'instant, reconnaissez que vos résultats ne sont pas très concluants. Je n'ai reçu aucune réponse des financiers de Romag. Par contre, le nombre de clients qui clôturent leur compte à notre banque augmente de jour en jour. Les rats quittent le navire avant le naufrage. Oui, mais nous savons quand même... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Tout le monde reste persuadé que c'est l'oncle Alfred qui est enterré dans le jardin et que c'est mon père qui l'a tué. Et quant à votre belle et généreuse idée d'offrir une récompense, vous voyez le résultat. Pour la plupart des gens, je suis devenu la risée du pays. Tenez, écoutez les messages de mon répondeur. Bonjour. C'est le squelette du jardin. C'est le fantôme de l'oncle Alfred. Tu vois, je ne suis pas mort du tout. J'appelle pour la récompense. C'est gentil de penser à moi. Tout le monde croit que les fantômes n'ont pas besoin d'argent pour vivre. Mais c'est cher, la vie de fantôme. À bientôt. C'est l'oncle Alfie. C'est comme ça 24 heures sur 24. On se moque de moi sans discontinuer. Voilà où nous en sommes grâce
à votre intervention, maître Renz. Socialement, je suis bientôt un homme mort. Il nous reste un espoir. L'Australie. Peut-être que ce que m'a raconté Madame Furman s'est réellement passé. C'était des rêves de jeune fille. Je n'en suis pas si sûr. En tout cas, pour plus de sécurité, je fais faire des recherches par un de mes brillants collègues. C'est un avocat de Sydney. Il a fait passer des annonces dans les journaux importants à Sydney, Perth, Canberra, Adélaïde et Melbourne. 96% des Australiens vivent dans ces villes. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Gustave était bien le prénom de votre mari, donc ça correspond à l'inscription G. Zygert. Et vous m'avez dit qu'il était mort des suites d'une longue maladie, qu'il avait été enterré à Coblence. Oui, c'est bien ce que je vous ai dit. Dommage. Mais vous vouliez me dire quelque chose à propos de cette gamelle que j'ai trouvée, Madame Zygert. Comment a-t-elle pu finir dans le jardin de Rimbar? Oui, je me rappelle bien de cette histoire. Mamie, raconte, qu'est-ce que t'attends? Oui, c'est une histoire tragique. Mais c'était aussi une époque tragique. C'était en octobre ou novembre 1946. J'étais infirmière à ce moment-là, près de Kassel. Et quand j'avais quelques jours de vacances, je me dépêchais de rentrer vite chez moi. Vite. Je prenais le premier train. Des fois, le voyage durait presque 2 jours. Voilà ce qu'on appelait vite. Souvent, la locomotive tombait en panne et il fallait attendre les réparations, ou alors le train était plein et on ne pouvait pas monter. Le voyage était fatigant? Oui, vraiment. Les gens grimpaient sur le toit pour avoir une place. Ou bien ils s'asseyaient sur les tampons entre les wagons, parfois même sur la locomotive. Quand on réussissait à avoir une place sur le marchepied, on était content. Mais parle-nous de la fameuse gamelle. Oui, j'y arrive. C'était en octobre ou novembre 1946. C'était à peu près une demi-heure avant que le train arrive à Francfort. Soudain, le train a changé d'aiguillage pour aller sur une voie de garage. Et nous avons attendu pendant des heures. Je m'en souviens parfaitement. Des heures d'attente, et puis la nuit est tombée, et ceux qui n'avaient pas de place sont descendus du train pour se détendre un peu les jambes et marcher. Beaucoup de voyageurs étaient même restés debout. Personne ne savait combien de temps l'arrêt allait durer. Puis les gens avaient aussi envie de... Vous comprenez? Mamie, tu ne nous as toujours pas raconté le plus important. Un peu de patience. Alors, tout à coup est arrivé un train rapide, dans l'autre direction. Un express. Les gens ont couru dans tous les sens, sauf un qui n'a pas eu le temps. Il était assis sur son sac de voyage. En se levant, son sac a basculé et il s'est pris les jambes dedans. Il est tombé sur les rails, en plein milieu de la voie ferrée. C'était affreux. Le train lui est passé dessus et lui a coupé les 2 jambes. Couper les 2 jambes? Vous en êtes sûr? Oui, les jambes coupées. Heureusement, il y avait un médecin dans le train et il a pu lui poser tout de suite des garrots pour que ce pauvre diable ne se vide pas entièrement. Et moi, comme j'étais infirmière à l'époque, je suis partie lui chercher un peu d'eau. De l'eau dans la gamelle de votre mari? Oui, bien sûr. Ensuite? Alors, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Soudain, le contrôleur a sifflé et la locomotive est repartie. Mais nous avons sauté dans le train, tout s'est passé si vite que j'en ai oublié de reprendre ma gamelle. Oui, bien sûr. Et les jambes coupées, vous les avez... Non, ça n'aurait servi à rien. Et vous ne vous souvenez pas du nom de ce blessé? Il y avait une jeune femme agenouillée près de lui, et sans arrêt, elle criait « Rainer, Rainer » ou bien « Rainer, peut-être ». Ça remonte à 37 ans déjà. Et après, il est mort dans le train? Non, pas pendant la fin du trajet. Et vous savez dans quel hôpital il a été transporté? Non. Non, je ne sais pas. Nous nous sommes arrêtés et la Croix-Rouge est venue pour l'emmener. Mais où? Ils doivent s'en souvenir à la compagnie des chemins de fer. Ils écrivent des rapports pour les accidents. Bonne idée. Ils ont certainement des archives. Vous me permettez, je vais téléphoner à l'avocat pour qu'il contacte la compagnie de chemin de fer. Oui, je vous en prie. Merci.
suis désolé de vous avoir obligé à quitter votre bureau par un temps pareil, mais vous savez ce que c'est. Pour ce genre d'opération, la présence d'un juge est obligatoire. Vous ne pensez pas que les déclarations du témoin, Martha Zegert, étaient suffisantes pour innocenter complètement votre client, maître Renz? Vous ne connaissez pas les journalistes. Ils m'auraient accusé d'avoir donné de l'argent à cette femme pour qu'elle fasse ce témoignage. Ils auront bientôt terminé. Je vais vous faire rire, mais quand vous m'avez appelé pour cette exhumation, ça m'a donné à réfléchir. J'ai relu ces quelques passages d'Hamlet. Première scène de l'acte 5, le cimetière. Je sais. Ah, mon Dieu, quelle culture! Bah oui, je l'ai joué avec des camarades pendant mes études. Yorick, ton crâne, l'instant le plus important. Celui-là était procureur, c'est un petit peu la même chose. Une sorte de collègue, monsieur le juge. C'est un véritable congrès de juristes aujourd'hui. Hamlet, combien de temps un homme peut-il être en terre avant de pourrir? Réponse du premier fossoyeur, de 8 à 9 ans. Je vous en supplie, votre honneur, je viens de déjeuner. Ah, tenez. Le roi parle à Laërte. Ça correspond, ça aussi. Il n'y a pas de sanctuaire pour le meurtre, ni de barrière pour la vengeance. Dommage que Pachirve ne soit pas venu. Nous avons fini. Et merde. Tout est là. J'ai l'impression qu'ils ont dû se tromper aux archives. C'est la dernière fois que je fais confiance à la bureaucratie. Merci beaucoup, monsieur. La seule piste qui nous reste, l'Australie. Je vais téléphoner aujourd'hui même. Ah, c'est complètement ridicule. Monsieur Ringbar, comprenez-moi bien. C'est notre dernière chance. Si votre oncle Alfred est parti vivre dans ce pays, nous pourrons arriver à prouver que ce qui était dans... Depuis le début de cette affaire, nous n'avons connu que des échecs. Ce n'est pas une enquête habituelle. Ah, ça. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? On a fait le maximum. La vengeance n'a pas de barrière. Les dieux sont du côté de Pachirve. Oui, entrez. Faites entrer. Messieurs, je suis Alfred Roloff, le cousin qui avait disparu. Encore un revenant. Tenez. J'ai essayé plusieurs fois de vous joindre par téléphone, mais vous n'étiez jamais là. Oui, je suis heureux de vous rencontrer, né le 23 février 1915 à Francfort. Je vous en prie, prenez un siège. Merci. Voilà, je faisais mon tour du monde. À mon âge, on peut profiter de son temps libre tant qu'on est en pleine forme. Et je passais à Londres avant de repartir en Australie. Ah, merci. Quand mon collègue de Melbourne m'a fait part de votre annonce dans les quotidiens. Aussitôt, j'ai pris l'avion pour venir tout vous expliquer. Oui, je me suis dit qu'il fallait en finir avec tout ça. Je ne vois pas pourquoi mon neveu payerait toute sa vie pour son père. Même si c'était une vraie crapule, vous comprenez. Tout a commencé en 1948 à cause d'Eva, et pour porter préjudice à votre rival, vous avez décidé de quitter le pays. Oui,
Et non, sans parler du désir que j'avais de m'expatrier. J'étais à l'époque, je peux le dire à présent, mêlé à une affaire de contre-espionnage pour aider les services secrets de notre pays. J'ai dû quitter l'Allemagne du jour au lendemain sans prévenir. Et sinon, vous comprenez. Hans. Ah, non. Je pensais qu'il était avec vous. Non. Non. Non, je ne sais pas où il a pu aller. J'ai trouvé une lettre d'adieu. Il n'en pouvait plus. Oui, il a pris mon cabriolet, je ne sais rien d'autre. Comment? Oui, nous avons un petit pavillon de chasse. Il y a des fusils. Comment et où? Derrière, vers la forêt. Oui, juste avant le petit village. Vers un cabriolet, oui. F, K et après Y. 8, 3, 3. Non, je n'ai pas prévenu la police, non. Bien, je les appelle immédiatement, madame. Est-ce que vous avez un téléphone dans cette deuxième voiture, par hasard? Oui, nous venons d'apprendre une nouvelle très importante. Les recherches que nous avons faites en Australie étaient justifiées. La piste de madame Fuhrmann s'avère exacte. Oui, tout à fait. Et il est ici, oui. Il est même devant moi en chair et en os. Oui. Oui, enfin, le plus important, c'est de trouver votre mari. Je vous rappellerai dès que j'aurai... Oui. Et si j'ai bien compris, il veut se tuer. Il va peut-être se suicider avec sa voiture. En s'écrasant contre un arbre, par exemple. Oh, j'aurais dû venir quelques heures plus tôt. Non, n'y pensez plus. Oui, s'écraser contre un arbre, ou encore mieux, se tirer une balle. Odenwald, juste derrière le petit village ici. D'abord, il doit traverser tout Francfort. Moi, je peux couper par là. Oui, je peux sûrement y arriver. N'oublie pas un cabriolet vert immatriculé FKY 833. Oui, d'accord. Sa dernière chance. Vous avez complètement perdu la tête. Vos soucis sont finis. Votre oncle d'Australie vient d'arriver. Par contre, vous me devez une nouvelle moto. Comment vous l'avez déniché, le cousin disparu? Vous auriez pu trouver mieux qu'un Australien. Il aurait été fortuné, lui aussi, pour vous sauver. Il a un vrai passeport, tu sais. On ne peut pas falsifier des papiers d'identité très facilement. L'argent achète tout. Sauf une chose. Bien que vous ayez essayé avec votre avocat si scrupuleux. Je pourrais avoir une belle maison maintenant. C'est toi qui me l'avais dit. Non.
sais ce qui est le plus important pour un pauvre homme quand il n'a plus rien? Son honneur. Oui, c'est comme ça. Un homme doit garder son honneur. Maintenant, je te dis que dans la vie, on peut tout acheter. Tout. Sauf pas cher, non.